Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes à Bukavu, la province du Sud Kivu précisément, à la résidence du gouverneur. Cette résidence et son beau jardin qui ont vu défiler pendant plusieurs années différents gouverneurs, parmi eux celui, le Belge, qui dirigeait en même temps cette province du côté congolais et aussi la partie rwandaise et la partie burundaise. Après tous les problèmes qu'a connus la province du Sud Kivu, nous constatons maintenant que ça bouge avec en tête le gouverneur Marcellin Tshombo. Eh bien, nous sommes là pour en parler dans ce décor déjà bien planté avec nous, les journalistes kinois et aussi locaux. Ça sera au cours d'une émission de près d'une heure. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Monsieur le gouverneur, on vous attend. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, à travers cette émission de près d'une heure avec le gouverneur du Sud Kivu, Marcellin Tshombo. Rebonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, madame. Merci de nous recevoir ici chez vous, avec vous et tous mes confrères de Kinshasa et aussi de Bukavu. Nous parlerons des plusieurs questions qui vous sont directement liées et ça sera en 5 volets. Le premier sera axé sur les chantiers que vous avez déjà initiés à la tête, depuis votre accession à la tête du Sud Kivu, et ça sera avec mon confrère de Télé 50, Guy Chungu, et aussi avec le correspondant de Digital Congo, Ernest Mouero. Et le deuxième volet, lui, sera axé sur la vie ou encore la situation sociopolitique locale. Ça sera avec le journaliste de la RTNC Bukavu, c'est lui qui maîtrise bien le dossier, je pense, Désiré Kiakwima. Et le troisième volet, nous parlerons des relations de bon voisinage. Bukavu, Sud Kivu et toutes les provinces qui l'entourent, mais également les pays voisins à la RDC par le Sud Kivu. Ça sera avec mon confrère de la radio locale Maendeleo, Frédéric Ali. Et nous n'oublierons pas l'épineuse question, cette question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive à Kinshasa et autour de laquelle il y a eu beaucoup de controverses. Le meeting du président de l'Assemblée, enfin du président de l'UNC Vital Kamerhe. Et Daniel Safou du journal Le Point Saillant est avec nous pour en parler. Et nous en profiterons pour finir finalement que vous nous parliez de ce mythe Marcellin Tshombo, l'homme à la barbe blanche, l'homme au casque téléphonique, l'homme à plusieurs stylos. Et c'est un peu de nous décrire ce que vous êtes réellement. Et Adam Chemissi de RTVS1 est avec nous également pour évoquer cette question. Alors nous allons commencer tout à l'heure. Je précise que vous êtes accompagné de tout votre gouvernement et aussi les responsables de différentes institutions du Sud Kivu. Nous allons directement commencer avec le premier volet, comme je l'ai dit tout à l'heure, chantier avec Guy Chungu et Ernest Mouero. Merci. Monsieur le gouverneur, plusieurs questions à vous poser. Commençons par celle-ci. Vous êtes à la tête de la province, ça fait pratiquement plus de 4 ans. Alors, s'il faut faire un état des lieux, combien de kilomètres de voirie avez-vous déjà pu réhabiliter? Je suis arrivé à la tête de la province. L'ordonnance du chef de l'État a été signée le 29 juin 2010. Je suis passé à l'examen de l'Assemblée provinciale chez le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Baleke, le 22 juillet de la même année. J'ai trouvé 1 kilomètre témoin dans la ville, entre la place Moulamba et le marché de Ngouba. La route entre le carrefour à Kadoutou, commune de Kadoutou, et le rond-point Chimpunda était inachevé. Le tronçon entre Bouindi et Bagira a été inachevé. J'ai profité du suivi, puisque j'ai gardé le même vice-gouverneur comme mon prédécesseur, ce qui nous permettait d'avoir un lien entre l'ancienne équipe et la nouvelle. Nous avons d'abord commencé par terminer la route de Carrefour.
jusqu'à Chimpunda, dans la commune de Kadoutou. Nous nous sommes mis sur la route de Bouindi, qui fait donc la jonction entre la route de l'aéroport et la place commerciale de Bagira. Après ça, nous avons levé l'option de commencer certaines routes principales dans la ville. Nous avons fait de la place de la Paix jusqu'au rond-point Vangou, allongeant l'ISP Bukavu. Ça s'appelle l'avenue Kibombo, plus de 2 km. Nous nous sommes mis sur l'avenue de la Poste, entre la place de l'Indépendance et le point qu'on appelle feu rouge, même s'il n'y a plus de feu maintenant. Mais on les remettra bientôt. Ça c'était 500 mètres à peu près. Nous avons pensé qu'il fallait améliorer l'avenue de la résidence qui conduit à la résidence officielle du gouverneur et l'avenue du gouverneur. Mais avant ça, on a fait des petites réparations à gauche et à droite. Ça, c'est le volet route. Et nous continuons. Nous sommes sur Vamaro. C'est devenu même l'objet de discussion, il paraît. Les gens qui voudraient voir Vamaro se terminer. Vamaro est terminé, mais il nous reste seulement le petit boulevard de l'ISP entre les 2 ronds-points de l'ISP. En gros, ça nous fait combien de kilomètres exactement de route, de voirie réhabilitée? J'ai levé l'option de ne pas compter le nombre de kilomètres. Mais ça doit dépasser les 5 kilomètres. Voilà, on ne peut pas parler infrastructure sans pour autant parler du financement. Vous bénéficiez depuis un temps du financement du FONER, du Fonds national d'entretien routier. Alors, la question d'abord est de savoir s'il y a une certaine transparence entre l'Office des routes, le gouvernement provincial et le FONER. Oui, le FONER, nous avons utilisé surtout les fonds FONER que nous produisons et qui nous reviennent. Chaque fois que nous le demandons, c'est vrai, à dégager les grandes artères, les nationales. Bukavu-Uvira, qui est à refaire complètement. Bukavu-Mwenga, en pleine réhabilitation, parce que les Chinois avaient ouvert la voie, mais il faut entretenir. Il faut d'ailleurs que les barrières de pluie reviennent pour que les gens réapprennent à observer, à respecter le travail fait par l'office de route. Parce que ça ne sert à rien de se plaindre que la route n'a pas traîné alors que soi-même on n'a pas respecté la barrière de pluie. Un arrêté d'ailleurs provincial est en préparation sur les barrières de route. Il faut réapprendre aux gens à respecter les routes. On le fait déjà, je vois la publicité à la télévision à Kinshasa. Dans la province orientale, c'est en cours. Il faudrait que nous-mêmes on revienne. Donc quand il pleut, on doit s'arrêter, laisser sécher la route pour la reprendre. Sinon, on l'abîme très vite. Quand on a les moyens, on est censé refaire une route en terre tous les 8 mois. Mais comme on n'a pas ces moyens-là, il faut faire respecter ça. On a mis sous pied, grâce à l'office de route, des partenaires qu'on appelle attributaires pour l'entretien par cantonnage manuel des routes qu'on ouvre ou qu'on recharge, à gauche et à droite. Je n'ai pas voulu aller dans les détails des routes qu'on fait, puisqu'on les refait tout le temps, parce que les usagers ne les respectent pas. Voilà, on vous sent très sidéré depuis un temps dans la lutte contre les érosions dans la province du Sud Kivu. Mais comment pouvez-vous lutter en aval contre les érosions et pourtant qu'en amont vous êtes cité, vous, je parle de l'autorité provinciale, lotir les gens anarchiquement? Je vais vous étonner, hein, mais si vous permettez qu'on revienne sur le financement, parce que c'est un mythe, hein, le financement des routes. C'est un mythe, il faut savoir casser les mythes. Nous avons l'argent de la province qu'on utilise difficilement puisque les gens ne payent pas les taxes comme il faut. Nous avons le gouvernement central qui nous donne ce qu'on donne à toutes les provinces. C'est même souvent le même montant. Nous avons le fonds FONER qui nous permettent de foncer. Nous avons, grâce à la politique du gouvernement de la République, des partenaires internationaux qui sont prêts à nous aider aujourd'hui. La Belgique met déjà à notre disposition 2,5 millions d'euros, ce qui fait plus de 3 millions de dollars pour commencer déjà cette année-ci les pavés
qu'on appelle chaussée romaine chez les autres, dans la ville de Bukavu. Vous avez eu l'occasion de visiter le début du chantier des pavés. Nous avons la Banque mondiale qui va venir et nous devons commencer avant le 1er avril pour refaire la route, l'avenue Hippodrome et l'avenue Calais pour ceux qui connaissent la ville. Et puis nous allons nous tourner vers des communes qui parfois donnent l'impression d'être oubliées, mais c'est une fausse impression. On n'oublie aucune commune, nous n'en avons que 3. Et la commune de Bagira, qui a parfois l'impression d'être oubliée, ne le sera pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons commencé l'éclairage public solaire par Bagira pour équilibrer ce qu'on peut faire dans ce cas-là. En termes de financement, le premier financement c'est la République, deuxième financement la province, troisième financement les partenaires internationaux. Nous sommes en train de discuter avec la Banque africaine de développement pour voir dans quelle mesure on peut partir du Nord Kivu, passer par Kalehe, Minova, et entrer dans Bukavu et aller jusqu'au Vira. En attendant que les partenaires se décident, le gouvernement de la République veille à ce que nous commencions déjà très bientôt, j'espère. Peut-être que je serai même, si les autorités nous l'autorisent, obligé d'aller en Chine pour discuter avec les partenaires chinois du début des travaux de la route d'Ouvira, qui est devenue de nouveau l'objet de controverses. Et voilà comment nous travaillons. Vous avez abordé une question de nous, les autorités qui donnons des documents. Je disais que je vous surprendrais. Je suis là depuis donc 2010. Je n'ai signé aucune autorisation de bâtir. C'est le gouverneur de province qui signe les autorisations de bâtir. Mais les gens construisent avec les autorisations provisoires délivrées par des cadres de l'administration en dehors des principes. Comme qui dirait, certaines situations vous échappent, vous êtes quand même l'autorité de la province. Vous savez, nous avons quitté le parti unique il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Mon rôle n'est pas de venir massacrer mon administration avant de l'avoir changé. Les réformes sont en cours pour refaire un type de fonctionnaire nouveau. Le concours vient d'être organisé ici à Bukavu, dans toute la République. On veut des fonctionnaires nouveaux. Mais vous savez, il y a deux fautifs dans la gestion des mauvais documents, et ça concerne toute la République. Le demandeur et celui qui signe les faux documents. Le demandeur aussi. Vous savez, même si vous me donnez des documents de l'État congolais, un certificat d'enregistrement qui me permet d'aller habiter les jardins de l'archevêque de Bukavu, moi je dirais non, je n'ai pas besoin d'habiter là-bas. Vous savez, nous avons connu un drame ici. 22 morts en moins de 10 jours. Éboulement. Il y a même eu un cas beaucoup plus grave. 2 jours avant, le maire de la ville est passé avertir les familles concernées par les risques d'éboulement. Malheureusement, 2 jours après, il y avait mort d'homme au même site. Et la population n'avait pas été tendre avec l'autorité urbaine à Kinshasa, parce que vous venez de Kinshasa. Vous avez 165 sites impropres. Il faut refaire des choses. Nous-mêmes, nous devons refaire des choses, même si nous devons construire les routes. Si nous laissons les eaux couler des montagnes, charrier les boues, puisque nous n'avons pas prévu des caniveaux et des escaliers, c'est une ville montagneuse ici. Les eaux transporteront toujours la terre, et cette terre va jusque dans le lac Kivu. Le lac Kivu va dans le lac Tanganyika par la Ruzizi. Le premier obstacle naturel, c'est le barrage de Ruzizi 1. Et donc la terre s'entasse au barrage de Ruzizi 1. Le volume d'eau diminue. J'ai 4 machines à la SNEL. Ruzizi 1, je n'utilise que 3 faute d'eau. Et si la quantité d'eau a diminué, c'est la faute des hommes qui ont coupé tout ce qu'il y avait comme arbre autour de la ville. Je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question. Le fameux projet de l'Union européenne facilitant l'intégration de la RDC, du Rwanda et du Burundi,
On a vu le Rwanda amorcer sa mue, on a vu également le Burundi faire un pas. Mais chez nous, qu'est-ce qui bloque exactement? Ça sera ma dernière question. La priorité pour la République, c'est la sécurisation. Vous ne pouvez pas faire du développement en pleine guerre. Nous n'allons pas être le seul pays au monde à faire du développement en pleine guerre. Nous venons à peine de terminer la guerre du M23. Nous sommes encore en train de... Les nouvelles sont d'ailleurs bonnes du front du Nord Kivu, où l'ADF Nalu est en difficulté. Les forces armées ont reconquis certaines places fortes de l'ADF Nalu. Donc vous comprenez que la guerre n'est pas encore complètement terminée. Et comme il y a un principe de vase communicant entre le Nord et le Sud Kivu, entre la province orientale et le Nord Kivu, souffrait que nous attendions encore la véritable sécurisation pour aller dans le schéma du chef de l'État depuis 2001. Comment redresser ce pays, comment le développer après l'avoir sécurisé. C'est ça le problème. Il faut sécuriser et puis on verra ce qu'on peut faire. Les projets d'intégration régionale, nous sommes dedans depuis longtemps. Vous étiez hier à Ruzizi 1, où le pont est déjà jeté entre le Rwanda et nous autres. Il reste que la commission d'indemnisation qui est arrivée hier soir de Kinshasa termine le travail et que du côté congolais, nous ouvrions le passage pour la route d'intégration régionale qui viendra de Ruzizi 1. Vous n'avez pas eu l'occasion d'aller sur Uvira, mais les travaux sont en cours sur le trajet entre le centre d'Uvira et le rond-point Chanik à Bujumbura, où on refait la route également. Les travaux sont en cours. Et au Nord Kivu, c'est le même schéma. Nous partirons de Bukavu en bateau pour rejoindre le port de Goma jusqu'à la petite barrière au Rwanda. Et donc, les projets sont en cours. Nous attendons Ruzizi 3 pour l'électrification. Mais le préalable, c'est la paix, permettant aux 3 chefs d'État des pays concernés de signer l'accord entérinant les projets du secrétariat exécutif de la CPGL. Et ce ne sont pas les projets qui manquent. Mais il faut la paix. C'est pour ça que l'observation de l'accord cadre d'Addis Abeba par tous les pays signataires serait le vrai signal pour qu'on aille dans l'intégration régionale, dans les intérêts bien compris de tous les pays. Peut-être une dernière question, Monsieur le Gouverneur, pour clôturer ce premier volet sur les chantiers avec Ernest. Vous avez cité quelques routes réhabilitées ici dans la ville de Bukavu. Certains habitants sont admiratifs par rapport à cela, mais une certaine opinion estime que la qualité de ces routes du point de vue de durabilité n'est pas bonne. Qu'est-ce que vous en dites? Certains vont même jusqu'à dire que vous privilégiez plus la réhabilitation plutôt des routes de la ville que celle des dessertes agricoles. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ceux qui disent que les routes ne sont pas durables, c'est ça qu'on dit dans la ville. Le fait d'être gouverneur ne fait pas de moi un ingénieur en pont et en chaussée. Et moi j'ai comme l'impression que dans la ville de Bukavu, tout le monde a terminé à l'IBTP. J'ai l'impression que tout le monde est devenu ingénieur en pont et chaussée. Les routes sont faites en respectant les normes internationales de construction de routes. Quand vous faites une monocouche, vous voyez, je commence à parler comme les ingénieurs, je n'ai jamais fait ces études-là. La durée, quand vous observez la conservation de la route, la durée de 3 ans. Une route, ça s'entretient de la même façon qu'il faut entretenir un véhicule. Si vous faites 3 couches, vous avez 9 ans. Mais il faut entretenir. Or, très souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous manifestez dans les rues de Bukavu, vous mettez les pneus, vous les brûlez sur la chaussée. Pour que demain vous veniez dire que moi j'ai fait des routes qui ne traînaient pas, c'est ça? Quand vous brûlez, quand vous réparez, qu'est-ce qu'on constate dans la ville? Dès qu'une route est refaite, ça devient un garage. On répare le véhicule dessus. Alors mon passé de chimiste me permet de dire, parce que j'ai ce passé-là quand même, que quand vous réparez avec les huiles de véhicule, vous réparez sur une chaussée en bitume, chimiquement c'est la même substance. Vous démolissez la route. Et les gens le font. Tout simplement parce qu'ils fuient la boue qu'ils ont souvent créée. Donc ces routes-là, elles durent le temps que dure une route.
Et elle mérite qu'on la respecte. Or, très souvent, on ne la respecte pas. Monsieur Marcelin Chichambo, on vous qualifie de gouverneur assembleur. Il paraît que depuis que vous êtes là, il y a moins de conflits entre les institutions de la province. Eh bien, nous aimerions bien que vous puissiez nous le prouver en répondant à ce sujet aux questions de Désiré Kiakwima de la RTNC Bukavu. On vous accuse de faire la part belle au Banyamulenge. Comment vous réagissez? Est-ce pour vous une soudaine sympathie dictée par les circonstances ou une conviction personnelle? J'ai fait la part belle au Banyamulenge, ça signifie quoi? Que je n'ai pas encore eu l'occasion de leur construire une route. Les gens seraient jaloux de quoi? Nous sommes en train d'ouvrir difficilement avec les partenaires de la MONUSCO la route qui doit mener de Fizi à Minembwe. Je ne suis pas encore arrivé à Minembwe et on trouve que j'ai déjà fait beaucoup. Le hasard veut que le commandant région, c'était Banyamulenge, mais je l'ai trouvé ici. Quand je suis arrivé comme gouverneur, le général Massounzo était déjà commandant région. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Leur faire la guerre pour que les autres soient contents. Qui tient ce genre de propos? Vous savez, moi, je ne vais pas aller dans certains détails pour ne pas offusquer certains, mais moi, j'ai levé l'option, après une vie quand même de 23 ans de ma vie à l'étranger, où j'ai vu comment on brassait les populations, j'ai levé l'option d'essayer ça chez moi. Et je suis à l'aise. Il n'y a pas que les Banyamulenge, vous savez, vous dites ça, mais bon, il y en a d'autres qui disent que je favorise ceux de l'axe sud-sud, qui est l'axe du président de l'Assemblée provinciale. Il y en a qui le disent aussi. Et l'axe sud-sud comprend aussi les Banyamulenge. Alors je ne sais pas de quoi on parle. Je favorise tout le monde, c'est peut-être mon tort. Qu'est-ce que je devrais faire? Pour chasser certains groupes communautaires, pour plaire à qui? Moi, je pensais en arrivant dans cette province que la population avait besoin de la paix. Si je me suis trompé, c'est à vous de me le dire. Et on ne peut pas avoir la paix si on ne se respecte pas entre communautés et si on ne discute pas des intérêts entre communautés. S'il y en a qui sont à l'aise dans la guerre, moi, je ne suis pas venu faire la guerre ici. J'ai reçu instruction de celui qui m'a demandé de poser ma candidature comme gouverneur de province au sud Kivu. C'est le chef de l'État. J'avais reçu comme instruction de pacifier la province. Si vous avez une méthode de pacification d'une province comme la nôtre qui passe par la confrontation communautaire, vous pouvez essayer, mais attendez que je sois parti de ce poste de gouverneur pour essayer cette sauce-là. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Moi, je crois que tout le monde a droit au chapitre ici. Et si vous me gênerez si je commence à dire, voilà, tel ministre est de telle tribu, comme je ne connais pas la théorie des tribus, je n'ai pas approfondi la question de la tribu. Mais j'étais à la conférence aux concertations nationales. Et deux grands historiens congolais, le professeur Ndaïwel et le professeur Eliki Ambokolo, nous ont dit à la thématique où nous nous étions, la thématique conflit communautaire, que les nilotiques, par exemple, ça n'existe pas ici. Alors que toute la ville croit qu'il y a des nilotiques dans la région des Grands Lacs. Demandez au professeur Ndaïwel, il est à Kinshasa, il nous a dit que les seuls nilotiques que nous avons au Congo, ils sont à la frontière entre le Congo, notre pays, et le Sud-Soudan. Et que le Munyamulenge et le Mouchi sont tous des Bantous, contrairement à ce que vous pensez et que vous véhiculez. Et que le mot Bantou n'est pas lié à la forme du nez ou à la forme du cou, mais que le mot Bantou serait lié tout simplement au fait que, moi je dis, c'est la phonétique et la linguistique. J'ai dit un Munyamulenge, deux Banyamulenge. Un Mouchi, deux Bashi. Un Mourega, deux Barega. C'est ça qui fait de nous des Bantous. Mais ce n'est pas la théorie sur l'importance de la taille, selon que certains seraient grands détails et les autres petits détails. Ce n'est pas lié à ça. Merci, monsieur le gouverneur, pour toutes ces précisions. Maintenant, nous allons passer à toutes ces questions relatives aux relations de bon voisinage avec Frédéric Ali.
Monsieur le gouverneur, le Rwanda et le Burundi ne cessent de se plaindre que la RDC ne respecte pas les 10 mètres de rive et qui d'ailleurs pollue la rivière de la Ruzizi. Que comptez-vous faire afin de préserver les intérêts de la communauté et comment est-ce qu'évolue le dossier, le processus de récupération du triangle de Gatumba qui appartient à la RDC et que le Burundi continue à occuper? La question de l'environnement, c'est une question qui doit intéresser tout le monde. Je vous parlais d'Ngomo démoli à cause de nous les hommes. Et le lac Kivu a des problèmes du côté congolais. Si vous allez au cercle sportif de Bukavu, vous allez vers la sortie de la Kawa. Quand vous voyez ce que nous charrions comme matière plastique, ce n'est pas la meilleure façon de garantir aux poissons un espace viable pour la ponte de ces eaux. C'est une question qui nous concerne nous tous. Alors qu'est-ce qu'on fait habituellement? On doit surtaxer ceux qui habitent déjà les rives. J'ai dit surtaxer. Donc ne pas faire payer la même taxe. Puisqu'on considérerait ça comme une exploitation commerciale et donc vous payez les taxes que paye quelqu'un qui a un port commercial ou un port de plaisance. C'est une façon. Mais une autre façon, c'est que nous tous, je dis bien nous tous, nous prenons conscience que nous devons reboiser, que nous devons refaire la côte. Parce que nous avons signé un pacte international avec le Rwanda en février 2012 sur la protection des eaux du lac Kivu et des eaux de la Ruzizi. Il faut respecter ces pactes-là. Pour l'intérêt de nous tous. Il ne faut pas croire que ça n'intéresse qu'un pays, non, c'est nous tous. Il ne faut pas qu'on gère le pays en ayant l'impression que dans 50 ans, il n'y aura plus personne ici et que donc on peut vider ce qu'on a comme montagne, puisque de toute façon, on ne sait pas qui sera là dans 50 ans. Alors pour revenir à Gatumba, oui, Gatumba, c'est un problème qui est discuté en toute quiétude entre le Rwanda, plutôt le Burundi et nous, la RDC. Et les travaux au niveau de la commission de discussion des frontières se passent plutôt bien. Il faudrait qu'à la prochaine occasion, si ça se passe à Bukavu, à Bujumbura, comme on le fait souvent, vous alliez dans ces réunions-là. Nous avons fait recours à l'autorité coloniale et les travaux sont en cours. On réfléchit sur comment trouver une solution qui arrange tout le monde, sans la guerre. Monsieur le gouverneur, le président de l'UNC, Vital Kamerhe, était ici à Bukavu. Dernièrement, il s'est passé ce qu'il y a eu. Vous allez certainement nous donner des précisions tout à l'heure en répondant ainsi aux questions de Daniel Safou du Point Saillant. Monsieur le gouverneur, vous êtes d'une école à la fois occidentale et africaine. Je crains que vous ne puissiez pas avoir assimilé certaines méthodes de Mobutu, c'est-à-dire la répression. Je ne crois pas aussi que vous êtes de l'école de Mobutu. C'est en faisant 23 ans en Europe, vous avez fui la dictature très tôt. Ma question est celle-ci, monsieur le gouverneur. Monsieur Kamerhe quitte Kinshasa pour Nord Kivu. Du Nord Kivu jusqu'à Bukavu, il n'y a pas eu d'incident, monsieur le gouverneur. Si le Maï, une fois où il arrive à la place de l'indépendance, il y a, n'est-ce pas, des incidents. Monsieur le gouverneur, comptez-vous protéger qui? Votre frère Kamerhe? La place de l'indépendance? Ou les intérêts de la majorité? S'il a envie de diriger ce pays demain, il doit prendre le ABC de la gestion des situations. Vous avez un maire de la ville, vous le respectez. Vous avez un commissaire provincial de la police, vous le respectez. Vous avez un commandant région, vous le respectez. Puisque si vous ne le respectez pas aujourd'hui, demain si vous accédez au pouvoir, je ne sais pas encore très bien comment d'ailleurs, et que moi je me retrouve dans la même position, je peux savoir comment chauffer également. Quand vous demandez une autorisation, respectez ceux à qui vous avez adressé la demande. Si vous l'avez demandé pour vous amuser, c'est votre droit, mais les terrains de jeu, il n'y en a plus beaucoup dans la ville. On a tout loti. Vous comprenez ça? Moi, je ne suis pas de l'école de la répression. La police non plus. Pour la petite histoire, militant étudiant en Europe, nous avions un ami belge, il s'appelait Denis Lambert, il vit toujours, Oxfam. Il avait un plaisir
à déranger la police. Chaque fois qu'il voyait un policier, il commettait une gaffe pour que le policier le poursuive. Alors il revenait en courant dans le côte que nous habitions, et puis il disait, vous savez, j'ai encore semé un flic aujourd'hui. J'ai piqué un chou sur un étalage, j'ai fui et il n'a pas su me rattraper. Si c'est à ça que voulait jouer l'UNC, c'est leur droit. On vous dit, ne vous arrêtez pas à la place. Vous vous arrêtez à la place. Et alors, comme vous voulez diriger demain, première opération, apprenez à compter. Quand vous voulez diriger, il faut apprendre à compter. Vous dites que vous avez entre 300 000 et 400 000 militants, sympathisants et curieux. Il y a des curieux aussi dans toutes les manifestations. Alors, moi je ne fais pas la guerre des chiffres, parce que j'étais un manifestant professionnel. Mais j'espère que vous croyez plus dans la MONUSCO que nous. La MONUSCO a produit un rapport. Le rapport de la MONUSCO, j'ai appris l'anglais mais je le parle mal. Mais il est bien dit que autour de 16h30 à Bukavu, le président de l'UNC, parti politique, arrivé à Bukavu, a été accueilli par une foule estimée approximativement à 3000 personnes. Là, c'est une approche. Oui, mais entre 3000 et 300 000, si vous voulez diriger demain, il faut faire attention. Ça signifie que vous ferez la commande pour 3000 personnes alors que vous avez 500 000 qui attendent de manger. Mais vous allez créer les émeutes de la faim. Il faut déjà apprendre à compter. 3000. Si vous contestez la MONUSCO, demandez aux amis de l'UNC d'aller à la MONUSCO discuter des chiffres. On leur dit, allez au stade de Kadoutou. Quelqu'un dit non, première version. On ne peut pas aller dans ce stade puisque il ne saura pas nous contenir. Nous sommes très nombreux. 3000. C'était une façon de protéger la deuxième population. version, le stade est piégé. Ça signifie que c'est eux qui l'ont piégé. Parce que nous, on ne l'a pas piégé. Pourquoi voulez-vous que je piège le stade? Et le stade est resté ouvert. Vous quittez l'aéroport. Vous avez une sono sur un camion, puisque vous avez parlé de Kavumu, d'un camion. Vous avez une sono. Vous venez à la place de l'Indépendance, vous voulez monter pour parler à une foule estimée au tiers de la population de Bukavu. Sans micro. Non, cela provoque. Ça, c'est Denis Lambert. Mais il y a 40 ans que moi j'ai fait ça. Provoquer les policiers, il y a 40 ans. Et on ne joue pas à ça quand on veut diriger un pays. Vous savez, l'histoire de ces pays, vous n'allez pas la changer aujourd'hui. C'est une histoire qui se répète. Vous commencez l'opposition par des manifestations. Vous faites Moïse. Vous faites Moïse. Donc vous criez beaucoup. Vous conduisez le peuple d'Israël. Et vous mettez sur la montagne, vous voyez Israël, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez compris? C'est la Bible, puisque des passages à Bukavu, j'ai même apprécié qu'il est devenu très biblique. Il m'a cité des versets bibliques que je devais lire. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Vous voyez, les voies divines sont insondables. Je ne sais pas qui de lui ou de nous ira au ciel ou en enfer. Je ne sais pas, ça c'est Dieu qui sait. Parce que lui, il sait comment nous mourrons. Mais on ne peut pas dire qu'il faut respecter la police. Si on veut un jour diriger, premier réflexe, respecter la police. Nous sommes en pleine situation de réforme de la police nationale. Vous ne trouvez pas mieux qu'il vaut mieux les aider à avancer dans le bon sens qu'à demander à des jeunes gens de leur jeter des pierres à la place de l'Indépendance sur une avenue? Je n'ai pas voulu parler, Chungu, de toutes les avenues refaites dans la ville. Vous demandez aux jeunes gens de brûler les pneus sur l'avenue et vous y passez sans gêne le lendemain. C'est pas gentil. Vous avez compris? Si vous voulez diriger le pays demain, ne jouez pas à Moïse, sinon vous n'arriverez pas à la terre promise. Vous regarderez du sommet de la montagne le pouvoir qui est là-bas, vous ne l'aurez pas. On ne peut pas avoir le pouvoir comme ça. Monsieur le gouverneur, il y a donc Tshichambo n'est pas répressif. Même mieux, vous dites que j'ai passé 23 ans chez les Occidentaux. Je ne dis plus chez les Blancs, puisqu'il y a des Noirs qui sont devenus Belges, Français, Britanniques, Canadiens, et c'est une bonne chose, le brassage de population. Je voudrais revenir sur ça, Daniel, puisque vous fréquentez Caméré comme moi je l'ai fréquenté aussi. J'étais des amis à l'époque.
des grands amis. On vous voit à Sun City, vous deux. Oui, vous étiez un trio là. Oui, D'un côté, il y a Général Etumba, il y a vous trois là, des grands stratèges. Il est tellement gentil qu'il a raconté à Bukavu que c'est lui qui a amené un petit agent de Logefrem. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les agents de l'État. Moi, j'étais un agent de Logefrem, petit peut-être de détail, mais pas petit dans les fonctions. Et qu'il m'aurait donné le travail. Non, moi, je croyais que j'ai travaillé sur le président Kabila. Quand je suis revenu, on m'a nommé conseiller à la présidence. Et puis conseiller présidence à la présidence. Et puis gouverneur de province. Je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec lui pour qu'il me donne le travail. Il est allé loin, dans le privé. Il aurait accueilli la famille Tchishambo, il a dit aux femmes politiques du Sud Kivu, et il aurait logé la famille Tchishambo pendant 2 ans à ses frais, dans un hôtel de Kinshasa. Ma famille n'a jamais vécu à l'hôtel au Congo. Vous ne pouvez pas prendre le mensonge comme méthode de travail et espérer voir Israël. Il faut faire attention, la terre promise c'est compliqué. C'est très très compliqué. Non, ça pour... Monsieur le gouverneur, nous risquerons de sortir du contexte. Non. Et tomber dans les prétextes. C'est un Restons dans les important contextes. puisque vous êtes allé sur YouTube. Il s'agit de la sécurité. Je n'aimerais pas vous voir à la CPI. Pour votre information, oui. Il y a une plainte contre vous. Il n'y a pas de problème. Il y a un collectif des opposants. Oui. Après avoir constaté ce qui s'est passé à Bukavu. Oui. Monsieur le gouverneur, comment comptez-vous, n'est-ce pas, gérer une telle plainte? Je n'aimerais pas vous voir à la CPI. J'aimerais encore continuer à vous regarder. Comment comptez-vous, monsieur le gouverneur, c'est-à-dire vos moyens de défense? Parce qu'en fait, la communauté internationale a des yeux braqués sur vous. Ça peut vous coûter cher. Je n'ai pas peur quand ça coûte cher quand on a raison. Retenez ceci. Vous voulez fréquenter les grands de ce monde. Si le gouverneur de la province du Sud Kivu était le petit assassin dont parle Ewanga, un ancien gouverneur, je voudrais faire son bilan comme gouverneur de la province de l'Équateur. On m'a dit qu'il est passé à Kinshasa sur une télévision. C'est un ancien gouverneur, n'est-ce pas? Un ancien collègue. Donc nous serons un jour ensemble dans l'association des anciens gouverneurs. Et il raconte des choses. Vous savez la stratégie de l'UNC à Bukavu. Le premier jour, il y a eu 2 morts. On a cherché les morts. Il n'y en a pas. À la fin, c'est devenu un seul mort. On a cherché, il n'y en a pas. Ce que je risquais de faire, c'était d'empêcher à l'équipe de l'UNC en promenade de santé à Bukavu reprendre l'avion pour Kinshasa sans m'avoir montré les cadavres. J'aurais pu jouer à ça si je voulais faire du tort aux gens. Ils sont partis, ils ont changé de stratégie. Comme nous avons parlé des cadavres, et mon frère dont vous parlez, au lieu de m'appeler, il a tous mes téléphones et il les connaît par cœur. Il a préféré appeler la voix de l'Amérique. Puisque quelque chose lui fait croire que lui il connaît la voix de l'Amérique et pas nous. Et la voix de l'Amérique m'a rappelé pour me dire non, je ne peux pas faire passer ça avant que vous me donniez votre version. Vous trouvez les frères qui viennent, ils débarquent dans le village, ils ne disent pas aux villageois qu'ils ont laissé, petit agent de Logefrem, qu'ils sont des passages et qui viennent du ciel. C'est ça qu'on devait faire. Donc la CPI, ce n'est pas celui qui crie fort, qui s'en tire. Il y en a qui peuvent aller à la CPI et qui sont dans son camp et il le sait. Donc s'il devait un jour aller à la CPI, il ne faut pas en faire un drame exagéré. Il y a des anciens chefs d'État là-bas. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre le néerlandais quand j'étais en Belgique. Comme c'est une prison à Hollande, je peux profiter de mon séjour là-bas pour faire le néerlandais, mais seulement le néerlandais, monsieur. Mais il faut être sûr que ce n'est pas eux qui iraient. Quand on dépose une plainte, quoi de plus normal? C'est l'exercice démocratique. Mais il ne faut rien exagérer. Il n'y a pas eu de mort. On a changé la version du mort. On n'en parle plus. Il y a même des petits malins qui ont dit non. C'est une femme, mais on a caché le cadavre. Qu'ils viennent montrer le cadavre. Comme dirait le ministre de la Communication, le ministre Mende. Ils n'ont pas eu de chance ce jour-là. Il n'y a même pas eu un mort naturel dans un hôpital. Est-ce que ça, c'est ma faute? Est-ce que ça, c'est ma faute? Monsieur le gouverneur. Vous comprenez, la CPI, moi je respecte la CPI. Monsieur le gouverneur. Si je devais y aller, à cause de ça, je préfère y aller la tête haute. Je sais que je ne me reproche rien, je ne reproche rien à ma police, ni à mes services. Mais jouer à la provocation pour espérer aller envoyer les gens à la CPI, c'est la meilleure façon d'y aller avant celui qu'on veut y envoyer. Vous avez compris? Moi, je ne peux pas lancer un parti politique. Vous avez parlé d'ethnie.
et faire mettre sur des motards, sur des motos, des motards qui chantent que les Rwandais doivent rentrer chez eux, puisqu'on vise une communauté. Je ne le ferai jamais. Je ne suis pas dans la culture de l'ethnisme, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est le gouverneur. J'aimerais que nous puissions nous reposer un peu, c'est-à-dire aller vers l'histoire. Non, je sais, nous allons visiter l'histoire. Vous pouvez vous reposer. Non, j'aimerais que nous puissions visiter l'histoire. Le passé nous enseigne. Visitons l'histoire. Monsieur le gouverneur, je ne crois pas que vous allez me contredire. Je ne sais pas, essayez. Qui a façonné Tien Tshisekedi? Je crois que c'est Mobutu. Comment? C'est simple, vous avez la réponse, mais je vous facilite. Et à chaque donc fois qui a façonné Kamere? J'en arrive. Ah, c'est vous qui le dites. J'en arrive. Ah. L'histoire se répète, monsieur le gouverneur. Oui, alors, à son temps, ça s'est terminé comment? À son temps, Mobutu s'est donné le plaisir, n'est-ce pas, de traquer Tshisekedi. Et le peuple a toujours eu l'audace de soutenir les faibles. Et en fin de compte, Tshisekedi est devenu Tshisekedi. Et aujourd'hui, on a du mal à le maîtriser. Il a été déjà façonné par Mobutu. Mais c'est le gouverneur. Kamere aujourd'hui, il a pignon sur rue. Kamere aujourd'hui est en train de monter. Kamere aujourd'hui vient d'être intronisé par le peuple du Sud Kivu, à l'accueillant massivement. Monsieur le gouverneur, 3000 sur 6 millions. Monsieur le gouverneur, n'avez-vous pas d'autre stratégie? Cher ami Daniel, si vous pensez que nous sommes en train de le façonner et que vous êtes de sa tendance, vous devriez déjà être en train de faire votre composition de votre premier gouvernement. Ne vous gênez pas. Si nous sommes en train de le façonner, c'est ce que vous dites. Comme Mobutu a façonné Tshisekedi. Hein, c'est ce que vous dites. Nous sommes en train de façonner comme Mobutu a façonné Tshisekedi. Le Moukoulumba Tshisekedi a eu la chance de former un gouvernement qui n'est pas resté longtemps. Donc si vous voulez répéter l'histoire, vous souhaiteriez que le président Kabila demande à Kamere aussi de faire un gouvernement de 3 semaines. Comment? Non, ce n'est pas comme ça. L'histoire se répète, mais l'histoire a changé. Le vieux Chichi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Son combat était un vrai combat. Mais il y en a qui se sont égarés. Vous n'êtes pas plus proche de Tshisekedi que moi, hein, contrairement à ce que vous pensez. Et les liens de famille et la vision politique, mais il y a eu divergence. Nous sommes tous de la social-démocratie, lui et moi. Donc on peut se retrouver quelque part dans une réunion internationale. Donc je ne veux pas parler de ça. Mais rassurez-vous, si vous qui êtes partisan de Kamere, si vous pensez que nous sommes en train de le façonner, comme Mobutu aurait façonné Tshisekedi, c'est que vous êtes en train de dire vous-même qu'il n'aura pas l'occasion d'être chef d'État. Ça, c'est juste une information, mais vous pouvez répondre si vous le voulez. La maman me dit, journaliste, moi je n'apprécie plus Matata. Cette bancarisation-là ne me plaît pas. Bien qu'il y a bancarisation, mais ça ne suffit pas. Et pose la question au gouverneur. Qui lui est à la cour du roi? Qui lui fit conseil politique? Qui reste encore expert comme conseil politique auprès du chef de l'État? Est-ce que lui, il est pour Matata ou lui aussi est d'avis que Matata puisse partir? Nous puissions souffler un peu. Votre question, c'est si je soutiens Matata. Tout à fait. Le jour où vous voulez quitter le journalisme pour faire de la politique, premier principe, le respect du choix de son chef. La meilleure façon de ne pas avoir de problème. Il a plu au président Kabila de nommer Matata Premier ministre. Comme moi je me réclame du kabylisme, je suis fils. Je respecte le choix. Deuxième étape. Vous dites que je suis resté dans la cour. C'est peut-être vrai, c'est un honneur. Et vous pensez que je connais un peu le microcosme politique congolais, parce que j'ai encore ma banque de données. Donc si on me demande est-ce que Sapou de Daniel peut être ministre, je peux donner mon point de vue sur base des données que j'ai. Alors j'ai inventé une théorie, la théorie de l'oiseau rare. Alors moi je pose la question, vous le journaliste de l'opposition, l'oiseau rare est où? Donc j'enlève Matata puisque les gens sont fatigués de le voir. Je prends l'oiseau rare, il est où? Moi j'ai besoin de quel oiseau? Cet oiseau rare, ça doit être quelqu'un qui comprend ce que le président Kabila voulait. Quel est le projet de société que Kamere défendant, pourquoi j'ai choisi Kabila? Est-ce que c'est lui que Kabila va nommer comprend cette philosophie? Vous savez, moi j'ai vu défiler des premiers ministres. J'ai vu le vieux
Gizenga le patriarche, Gizenga 1, Gizenga 2. J'ai vu le Premier ministre Mouzito, un ami, c'est resté un ami, alors que c'est rare en politique. Mouzito 1, Mouzito 2. J'ai une idée sur l'argent qu'avait la République. Et j'ai une idée sur ce que la République a comme argent maintenant. Moi je dis non, il y en a un qui est en train de faire les trottoirs à Kinshasa et qui permet à un petit gouverneur de province de faire une route à Bukavu. Moi je prends d'abord celui-là, avant d'aller dans l'inconnu. Je prends d'abord celui qui comprend la philosophie du chef et qui est en train de faire du travail. Bancarisation, oui, il faut revenir à la banque. Ça sera difficile, puisque nous avons quitté la logique du document écrit. Moi j'ai quitté la République en 79. Nous étions payés comme étudiants la bourse d'études sur un accréditif. C'était un papier informatique. Je reviens 23 ans après, on payait à la caisse. C'était un recul et pas une avancée. Le retour dans la bancarisation, c'est ça qu'il y a de plus normal. Vous savez, j'ai demandé à mes jeunes journalistes une fois, les boîtes postales que vous voyez ici, il y a des cadenas. C'était à la grande poste à Bukavu. À votre avis, jeunes gens, c'est quoi? Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas c'était quoi une boîte postale. Puisqu'il est né, il a grandi, la poste avait disparu. Il faut remettre la poste. On ne peut pas vivre sans poste. On ne peut pas vivre sans bancarisation. La bancarisation, c'est ce qui est normal. Le paiement à la caisse, c'est ça qui est anormal et qui doit être une exception, qui doit aller en disparaissant. Et ne vous flagellez pas tout le temps. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. On va refermer ce dossier Vital Kamerhe. Nous sommes vraiment en train d'atterrir. Alors, on va parler de ce mythe Tchishambo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début de cette émission, à quoi vous servent finalement tous ces stylos que vous avez dans votre poche? C'est peut-être l'une des questions que va poser Adam Chemissi, que je vais tout à l'heure introduire. Merci beaucoup. Il n'y a pas que des stylos. Lorsque on observe, monsieur le gouverneur, on remarque plusieurs signes distinctifs. Vous avez un borsalino, vous avez un nœud papillon, vous avez 5 stylos, vous avez un casque, donc les écouteurs tout le temps aux oreilles, vous avez une barbe blanche bien taillée et vous êtes bardé des téléphones. 6 téléphones, on dit que vous soignez votre image, mais quelque part les opposants parlent de l'extravagance, que c'est trop ostentatoire. Pourquoi vous vous façonnez ainsi pendant que le Premier ministre n'a que sa cravate rouge? Vous savez, moi je n'oserais pas dire que le Premier ministre n'a que sa cravate rouge. Il peut avoir 1000 cravates rouges. Mais comme vous ne faites pas attention sur le motif sur la cravate et que vous vous contentez de la couleur, vous avez l'impression qu'il porte toujours la même cravate. Si c'était la même cravate tous les jours, il y a longtemps qu'il aurait changé. Première remarque. Deuxième chose, les stylos, oui. Ça, je crois, c'est le bagage. Mon père était enseignant avant de faire la politique en 60. Et nous avions un gros stylo à 4 couleurs. Le rouge, le noir, le bleu et le vert. Vous avez les 4 couleurs ici. Et comme on écrit plus avec le bleu qu'avec les autres, j'ai un bleu de réserve pour qu'en cas de pénurie, je ne cherche pas ailleurs. Alors je voudrais vous surprendre. Je n'achète pas ces stylos. On me les offre. Et j'ai encore de la place pour 2. Donc si vous êtes bien intentionné, mon anniversaire c'est le 20 mars. Vous m'en offrez encore un. Mais de préférence couleur bleue pour que, comme on écrit beaucoup, les écouteurs. Oui. Je profite de l'occasion pour faire un peu de science. L'avantage des écouteurs, c'est que quand moi j'ai mes écouteurs, j'ai des ondes radio. C'est comme si j'écoutais une radio transistor. Tandis que quand je colle mon téléphone sur l'oreille, je prends les ondes électromagnétiques. Et ça, c'est compliqué pour l'organisme humain. Donc vous levez l'option. Est-ce que vous préférez les ondes radio, écouteurs, moins nocives que les ondes électromagnétiques? Et le reste, c'est comme quand quelqu'un filme ou ne filme pas. C'est un choix. J'ai choisi les écouteurs. En 2016, Mende l'a dit, le pouvoir va passer, il va passer à la main, le chef de l'État passera la main à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous vous voyez, ou si aujourd'hui on vous désignait comme étant quelqu'un, candidat à la présidence de la République, un dauphin d'abord, et ensuite candidat à la présidence de la République pour la majorité, que diriez-vous? Merci. Je vais vous répondre tout de suite. Vous
savez le malheur de Kamere, de Dauphin. C'est le malheur de Vital Kamere, vous le fréquentez sans connaître l'histoire. De nous tous, c'est le seul qui savait que s'il est sérieux, il se range. En 2011, nous commençons à le préparer pour 2016. Mais il a eu quoi comme réflexe? Quand vous êtes prince héritier, on vous dit c'est vous le prince héritier. Il ne faut jamais, mais alors jamais, donner l'impression au roi qu'il traîne. Il va désigner héritier et puis il ne part pas. C'est ça qui a amené le problème à Vital. Et quand vous construisez votre avenir politique sur la trahison, vous trahissez votre chef coutumier, le Mami Databaye. Oui. Vous l'affrontez dans son fief. Ce n'est pas la meilleure façon de réussir. Je pèse ce que j'ai dit. Kabila l'a fait roi. Il est devenu héritier. Il est de famille normale comme moi. Il devient président de l'Assemblée. Deuxième personnalité de la République. Il le trahit. Il doit s'attendre à ce que Ewanga, Claudel Louala, Kangoudia le trahissent aussi. Et si j'apprends qu'il s'est fâché, puisque ces gens-là l'auraient trahi, je lui dirai, tu ne t'es pas regardé dans le miroir, qu'est-ce que toi tu as fait avant? Quand vous construisez sur la trahison, en politique, c'est la loyauté d'abord. La loyauté d'abord. Vous n'avez pas été loyal, vous attendez de votre entourage la loyauté. C'est que vous n'avez rien compris. Mais maintenant, il ne faut pas qu'à l'issue de cette émission, il commence à trouver dans ses collaborateurs tous des gens suspects. Si par hasard il a désigné un dauphin pour son parti, qu'il laisse le président Kabila désigner le dauphin. Pour vous répondre, il n'a pas répondu. Non, je ne serai pas dauphin. Vous savez pourquoi? Pour avoir été conseiller politique, j'ai eu la chance, en accompagnant le chef de l'État dans cette figure, de faire le tour de toute la République. Vous pensez que gérer cette affaire, c'est compliqué? C'est très compliqué. Mobutu disait. Mobutu n'a pas fait que des mauvaises choses. Il ne faut pas des choses. Il y a encore la cité Maman. Il y a l'hôpital Mamaye. On n'a pas changé de nom. Ce qu'on sait qu'il a quand même fait des choses positives. C'est peut-être l'entourage qui lui a causé du tort. Et donc, quand vous voulez diriger un pays comme celui-ci, Mobutu disait, il n'est pas facile d'être le. Vous croyez que ça a changé? Et les Congolais zaïrois que nous étions à l'époque, nous disions, est-ce que Yom Tokobongi Sambokoy? Moi, je suis conscient de la difficulté à diriger ce pays. Je suis conscient. Et pour Kamere qui a été chercher le petit agent de loger Frème en Anvers, c'est pas Kamere qui m'a recruté, comme on dit dans les jargons de renseignement. C'est le colonel Etumba, le général Etumba qui était colonel, qui a dit à Kamere, je vois que ton frère ici, il connaît des choses qui peuvent nous aider. Est-ce qu'on ne peut pas l'amener chez le président? C'est Etumba qui m'amène chez le président. Mais Kamere ne m'amène pas. Vous avez compris? Vous voulez la vérité sur une petite. Donc dauphin, je ne le serai pas. Et si on me désignait dauphin, je prends l'exil. Diriger ce pays. Monsieur le gouverneur, ça a été un honneur pour nous d'être reçus dans cette belle résidence. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve très prochainement. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.